Donc je voulais faire un portrait d'Antoine Aignan en compositeur. Compositeur étant entendu au sens compositionniste. Il se trouve que ça fait 40 ans que je connais Antoine, donc j'ai lu au fur et à mesure de leur production, je crois probablement à cause du séminaire CSI, toute son œuvre. Et j'ai eu le plaisir, grâce à Alexandre, d'en relire beaucoup, pour préparer cette exploration, ce résumé du travail d'Antoine et de l'importance qu'il a eu, que ce travail a eu pour moi. C'est compliqué de parler d'Antoine parce que la difficulté, c'est qu'il est toujours à 3 degrés de réflexivité plus loin que vous, que moi en tout cas. Donc il sera toujours une boucle plus loin. Et en même temps, je crois que nous partageons depuis longtemps une forme finalement, qu'il a expliqué ce matin, de non-critique finalement. Une des façons de décrire le travail que nous avons essayé de faire en partie ensemble, c'est d'échapper à la position critique. Moi, d'une façon parfaitement stupide en quelque sorte, et d'être effectivement naïf au premier degré, et lui, grâce au fait que, comme il nous l'a résumé très bien tout à l'heure, il a essayé de trouver des formes qui lui permettent de s'extraire de l'appareil typiquement moderne de la critique. Et c'est cet échappement hors de l'appareil critique qui me paraît important de souligner aujourd'hui, ce soir, avec vous. Je vais essayer de repartir dans cette espèce de très long mouvement qui a amené de la musique, des questions de goût, de valeur, proche de la théorie économique que faisait Calon au même moment, et des choses tout à fait nouvelles, des soins, des migrants et de la politique, parce qu'en fait, je voudrais aussi tirer une leçon de philosophie politique. Quelle est la philosophie politique d'Antoine Aignan ? Chose étonnante, j'étais d'ailleurs dans l'interview que Alexandre a fait de lui, très éclairante sur beaucoup de choses. Quand nous avons travaillé ensemble depuis 40 ans, donc maintenant au CSI, je crois qu'on n'a pas du tout vu encore l'importance d'avoir l'histoire de l'art et la sociologie de l'art en symétrie avec la sociologie des sciences et des techniques. Au fond, quand on travaillait ensemble, on faisait quand même beaucoup des travaux étaient sur les organisations, sur l'économie, sur la science et la technique, et à chaque fois, comme a rappelé ça a eu un peu le même effet sur nous, je pense, que ce qu'a dit tout à l'heure, le contrepoint, au sens presque technique du terme, Antoine, nous rappelait que finalement le modèle pour suivre les trajectoires des êtres et des cours d'action que nous étudions en termes de sociologie des sciences, le fait scientifique ou le marché ou l'objet technique, le modèle finalement à suivre était non pas celui venant des techniques qui avait en quelque sorte un pendant avec des objets un peu plus labiles comme la musique ou le goût, mais c'était le contraire. En fait, de plus en plus, je crois, le modèle à suivre pour comprendre les trajectoires des êtres, c'était finalement ceux qui venaient de l'art, et évidemment, ça résonnait à nouveau quand nous nous sommes tournés beaucoup plus tard sur Jung. C'est-à-dire que la capacité, les exigences de description, j'allais presque dire les exigences morales de description de la labilité des êtres, avaient comme pattern, en quelque sorte, le plus puissant, les choses les plus finalement labiles, comme l'interprétation de Bach, qui évidemment, quand j'ai connu Antoine, était au cœur de son travail, et j'ai relu très attentivement un livre qui n'est pas très connu de lui et d'un historien, un musicologue vraiment, de Jean-Marc Lloyd, Marie Fauquet, qui est la grandeur de Bach. Je pense je vais revenir sur ce point. Il y a 2 types d'entrée d'Antoine dans cette question de la philosophie pragmatique ou la sociologie pragmatique, comme on l'a rappelé tout à l'heure. L'un qui est, je dirais, comment sortir du piège.
une des grands nombres d'articles que j'ai essayé de repasser dans la plus grande partie des articles, c'est comment sortir du piège. Et ce piège s'exprime sous la forme d'un dualisme. Et Antoine, tu as utilisé un terme que je t'avais jamais entendu utiliser, que le adualisme. Donc c'est pas tout à fait comme chez Macron le en même temps, c'est pas non plus le ni-ni, c'est pas et l'un et l'autre, c'est comment sortir du piège. C'est-à-dire que dès qu'on se place même par rapport à ces dualismes, qui en gros, est-ce que l'œuvre, dans le cas de la musique, c'est est-ce que l'œuvre existe en elle-même, ou est-ce que c'est une construction sociale, etc. Dès qu'on se place dans le piège, on se trouve prisonnier. Je pense que ton exposé était l'apport pour beaucoup de gens qui travaillent en sociologie de l'art, mais pas seulement, des textes d'Antoine, c'est un mécanisme pour essayer de se désincarcérer, en quelque sorte, de faire un mouvement de sortir pour arriver à une situation de l'ouverture d'une possibilité de description. Puisqu'au fond, et il a rappelé que c'était un thème que je poursuis depuis longtemps, les deux grandes sciences sociales, et la troisième presque la psychologie, disons les deux grandes économies et sociologie, sont construites pour ne pas faire ça, pour rendre la description impossible et pour que l'objet échappe. Donc, si on n'a pas une très grosse expérience de l'extraction de la situation critique, du dualisme, disons, si on veut, on ne peut pas s'en sortir. Et ensuite commencent des choses qui sont assez différentes, mais finalement pas toujours frayées de façon durable dans le travail d'Antoine, qui est, je vais prendre un mot qui est idiot, mais aplatir, maintenir l'immanence aussi loin que possible. Donc le problème de cette ontologie plate, typique de l'acteur réseau et des travaux du CSI, mais qu'on maintient toujours, je crois, avec beaucoup de constance, puisque cette platitude qu'on nous a reprochée, elle est aussi la certitude qu'on ne va pas brusquement sauter de nouveau dans une explication structuraliste. J'étais très amusé de ce que tu disais de tes critiques, parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu, oui Antoine c'est bien pour tout ce qui est petit et local, etc. Mais quand même, à un moment, il faut prendre les choses sérieuses et faire la vraie sociologie du social et revenir au social. J'ai entendu ça 1000 fois sur les questions de faits scientifiques. Mais la troisième étape, et c'est là où on retrouve, donc c'est pas des étapes, c'est trois mouvements. Donc il faut arriver à casser là, pour sortir et permettre la description. Cette description, il faut arriver à la suivre en essayant d'échapper aussi loin que possible disons, le retour d'une forme de transcendance explicative, ce que j'appelle aplatir. Et ensuite, c'est là l'éruption des objets, pragmata, ce n'est pas les objets d'objectivité, c'est des pragmata, qu'il faut apprendre à protéger. Donc c'est cette troisième étape qui me paraît expliquer d'ailleurs beaucoup des travaux récents sur les migrants et aussi le rôle du sociologue devenu protecteur en quelque sorte de ce plan d'immanence, pour prendre un vieux terme, que Antoine nous a appris à regarder sur des objets qui sont vraiment des objets très très difficiles à suivre. Et ils sont difficiles à suivre précisément parce que l'objet de la description, c'est la série des reprises qui leur permet de durer dans l'existence. Et cette série de reprises, elle a très peu d'attaches, puisque à chaque fois, il faut refaire tout le mouvement de reconstruction de la génétique, si on peut dire, si on pouvait prendre le mot génétique comme un nom général de ces problèmes d'héritage et de transmission. Ce mot-là ne serait pas mauvais. Donc sortir, se dépiéger, disons, maintenir la continuité du plan d'immanence et protéger. J'ai été frappé d'une citation sur ce plat, qui évidemment pas le monde plat, qui se trouve dans un des articles sur l'ange, sur Suriou, avec Alexandre, je crois. L'injonction faite à nous-mêmes de toujours rester absolument collés à tel plan d'immanence est là pour nous protéger du danger de reverser inopinément dans les variantes infinies tendues par les solutions dualistes qu'ont mis en scène tant de ismes symétriques et complices. Et cela qu'il s'agisse de venir opposer à l'inertie d'un monde naturel et déterminé, l'esprit, l'idée, la raison, l'absolu, le transcendant, ou au contraire, de nous contenter d'un monde plat qui ne serait que ce qu'il est. On verra sur une très jolie citation critique de Boltanski à un moment ou à un autre. Évidemment, plat, ça ne veut pas dire
juste ce qu'il est. Précisément, le monde n'est pas ce qu'il est. Il est en train d'attendre de se transformer et l'art, la science, la technique, le droit sont des moyens simplement de prolonger ces trajectoires. Donc on a des articles qui sont, finalement, si on fait le bilan, il y a beaucoup d'articles qui sont des articles on a un certain nombre de précautions à prendre pour, donc c'est l'extraction, apprendre à sortir d'eux, et le travail de continuité du camp d'immanence, finalement, il n'y a pas tant que ça de cas en dehors de Bach. Mais la troisième partie du corpus, c'est la question de protection. C'est-à-dire comment protéger, y compris par le travail de l'analyste, du sociologue, du compositeur, du compositionniste, la continuité de ces êtres qu'on est enfin parvenu à décrire. Et le cas absolument éblouissant, évidemment, de Bach, c'est qu'il y a extraordinairement peu de choses, par moment, dans les goulets d'étranglement de l'existence de la grandeur de Bach, puisqu'il y a un moment décrit dans le livre dans lequel il se trouve qu'il y a 3 ou 4 très mauvaises transcriptions complètement transformées de Bach, et néanmoins, ce Bach, qui va continuer sa génétique à travers le temps, est considéré comme l'effrayant modèle d'un art musical absolu, alors qu'il y a 10 personnes qui le transforment, traduisent, médient au début du XIXe siècle. Mais on a dans les études sur Bach, dans la passion musicale, comme dans Bach et dans beaucoup d'autres recherches, un modèle de ce que c'est que de durer dans le temps en se faisant reprendre à chaque fois, et cette reprise qui ne transporte rien, sinon, qui transporte aussi des modèles qui permettent de définir le temps et l'espace, est-ce que c'est du passé ou est-ce que c'est du présent, etc. Tout le travail sur le baroque qui nous a évidemment beaucoup inspiré pendant que je travaillais moi-même sur Pasteur et les microbes. Pourquoi c'est important? Alors, c'est parce que, évidemment, c'est ce qu'a dit Antoine tout à l'heure en rappelant la situation de destruction de monde plutôt que d'adhérence au monde, et c'est la raison pour laquelle on est invité par Alexandre sur ces questions d'effondrement, c'est que, néanmoins, ceux qui, dans l'histoire philosophique et sociologique, ont été capables d'échapper au piège critique, de maintenir l'onde, en quelque sorte, de transformation des existences, ont échoué. C'est-à-dire, il n'y a pas d'institution de James, il n'y a pas d'institution de Souriau, il n'y a pas d'institution de Tarbes. Nous ne faisons que découvrir rétrospectivement que nous avons comme ancêtres des dead white men qui en plus, ils sont vraiment dead, c'est-à-dire qu'ils sont dead, et ils ont échoué. Tout le monde dira que le grand philosophe du XXe siècle, c'est Wittgenstein, et c'est pas Whitehead. Personne ne citera Tarbes en sociologie. James est connu, mais précisément comme un merveilleux écrivain raté, etc. Enfin, c'est mon frère, un écrivain réussi, oui. Et c'est intéressant parce que, évidemment, ceux qui étaient des résistants, des réfractaires au début du XIXe siècle, potentiellement deviennent les éléments d'une civilisation maintenant. Donc l'intérêt, évidemment, de ce séminaire et le travail de ce que j'appelle compositionniste est lié à la découverte extrêmement importante que des éléments qui étaient marginaux pendant tout le XIXe siècle, parce que rien ne permet de résister, à chaque fois on revient, on retombe, et Antoine a indéfiniment d'articles en articles essayé de dire ne retombez pas dans l'égalisme, etc., n'ont jamais eu de chance, alors que maintenant, en particulier dans la philosophie politique d'Antoine sur la question des ethnies et des migrants, finalement la philosophie politique qui parle plutôt de comment allons-nous prendre soin de cette description et de ces trajectoires génétiques de transformation des êtres, prend maintenant une dimension d'institution. Donc ma question au fond c'est, est-ce qu'on peut aller vers l'institution des êtres pragmatiques, des pragmata? Jusqu'ici il n'y a pas d'institution des êtres pragmatiques. Il faudrait juste
montrer un exemple, une image à ce propos, parce qu'elle m'a beaucoup frappé tout à fait récemment, qui est une image du Palazzo T à Mantoue, dans lequel j'ai vu, et je crois que vous serez d'accord avec moi, la transition, pour reprendre les expressions de Descola, entre l'analogisme, pour reprendre ces termes, et le naturalisme, le jour où on a demandé à Romano, l'auteur de ces peintures, de peindre le cheval favori des Gonzague, les chevaux favoris des Gonzague, que vous voyez ici, mais ce cheval particulièrement, qui s'appelle Fortuno, il va réapparaître, j'espère. Non, oui, Fortuno, et qui est un cheval, le cheval naturaliste par excellence, c'est-à-dire un cheval spécifique. C'est ce cheval-là, le cheval aimé de Gonzague, et il n'est pas comme le taureau que vous voyez là-haut, qui est le taureau typiquement des images du programme analogiste, tout à fait classique, c'est-à-dire ce taureau qu'on a vu 100 fois, et ce taureau représente le taureau qui est au prince, que était le prince avec l'étoile, etc. Tout le Palazzo T, avant tout, est l'illustration parfaite en 1520, 1530 du programme analogique résumé une dernière fois. Puis arrive cette être qui, comme vous le voyez, qui est tout à fait extraordinaire, ce cheval hors cadre. Lui, il est complètement spécifique, mais il est hors cadre. Ça nous intéresse directement pour notre affaire de composition, parce que, comme si vous vous rappelez Descola, les deux traits de l'analogie, c'est d'une part l'ordre, fait par les analogistes, le taureau est au prince, etc., mais aussi le fait de suivre les particularités des êtres, puisque le principe de l'analogie, c'est la multiplicité des intériorités et des extériorités qu'il va falloir agencer. Et Descola, dès le livre sur Par-delà nature et culture, dit quelque chose de très intéressant pour nous, c'est-à-dire, il dit, mais il y a une limite de l'analogie, c'est qu'on ne peut pas poursuivre très loin les spécificités des êtres, parce qu'on ne saura plus quel est l'ordre qu'on va leur donner, comment on va les ranger, en quelque sorte. Et ce qui est splendide dans cet exemple-là, c'est que là, on a, disons, l'irruption dans l'ordre analogique d'un être qu'on ne sait pas où ranger, on est obligé de le mettre à 3 mètres du sol hors cadre, parce qu'on va suivre ces spécificités jusqu'au bout. Or, nous sommes aujourd'hui dans la situation exactement symétrique de celle-là. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'analogisme qui crée un cadre qui ne permet plus de mettre les nouveaux objets que nous étudions tous les uns ou les autres, mais le naturalisme. Donc, que ce soit Sophie, ou que ce soit Alexandre, ou que ce soit les uns ou les autres ici, nous suivons des êtres, que ce soit des ordinateurs, que ce soit les Saintes Vierges du pays de M. Vauquier, etc., nous ne savons plus, nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus les installer dans le cadre du naturalisme, parce que, comme l'a dit encore Antoine, et qu'il le redit dans un article récent, je crois de 2018, que je vais citer tout à l'heure, ces êtres débordent à nouveau. C'est-à-dire que, exactement comme l'analogisme limitait la possibilité de suivre l'extension des particularités des vivants et qu'on est passé au naturalisme, exactement de la même façon, le naturalisme, disons, sert un cadre tellement écrasant aux êtres objectifs, les pragmata que nous étudions, que nous sommes obligés de changer de cadre. Du coup, on comprend très bien que tout le XXe siècle est une longue préfiguration, si je veux dire. Il n'y a que des résistants, comme James, qui dit, mais rien de la psychologie, absolument rien de la nature, aucun fait scientifique ne tient dans le modèle naturaliste. Et faire dire ça au début du XXe siècle, c'était évidemment être sûr d'échouer. Alors que maintenant, nous nous trouvons dans une autre situation, et où la question de l'institution des êtres pragmatistes, des pragmatas, devient absolument crucial. On n'a plus besoin de cette image, mais vous en voyez l'importance pour notre affaire. Il faut par contre, je vois quelque chose de très... Merci. Donc, le problème que je trouve très important dans notre affaire, c'est, au fond, comment est-ce que, et c'était très frappant, le magnifique exemple qu'on a eu tout à l'heure sur la Sainte-Vierge, je traite toujours avec elle, c'est, est-ce que
disons, le naturalisme, c'est je suis les spécificités des êtres, mais aussitôt pas trop loin, parce que ce sont des êtres matériels, et si on sort de la matérialité, ça passe dans un autre, disons, des affaires symboliques, esthétiques, etc. Qu'on parle des arbres dans la banlieue de Paris, ou qu'on parle de Bach, ou qu'on parle d'un métro automatique, ou des coquilles Saint-Jacques, etc., on parle d'êtres dont les spécificités, les particularités doivent être suivies. Une fois qu'on a accepté disons, la propédeutique du travail d'Antoine, aussi loin qu'on peut, tous les détails, on vient de le redire, comptent, parce que c'est uniquement dans les détails que la génétique de ces êtres est possible. C'est parce que Gounod réécrit l'Ave Maria de Bach, qui attribue quand même à Bach, que Bach devient célèbre et redevient célèbre, il a toujours été célèbre, disons, redevient à nouveau célèbre d'une autre façon, et Gounod aussi, pour prendre un très joli exemple de ce goulet d'étranglement de Bach au XIXe siècle, dans le livre avec Fourquet. Donc, on voit que c'est le suivi détaillé de ces êtres qui permet la génétique de ces êtres. Il n'y a rien d'autre qui assure la continuité des êtres que ce qui est justement de passage. C'est le grand thème de Fouquet, le grand thème évidemment de Souriau. Ce qui dure ne dure que par ce qui passe, alors que tous les autres cherchent quelque chose qui ne dure pas pour pouvoir tenir le dispositif. Mais s'est effondrée entre-temps l'impression de continuité, disons, assurée par le naturalisme. Le naturalisme nous assurait que quand on parle de choses matérielles, quand on parle de choses mathématisables, on allait pouvoir, disons, expliquer le cheval, ce cheval de Fortuneau, en passant à un autre régime qui serait celui des causes. Ensuite, ça s'est transposé dans tous les autres domaines, et la sociologie et l'économie, évidemment, ont absorbé ce thème du naturalisme, alors même que, on pourrait le montrer aussi, il n'était pas aussi fréquent dans les sciences, en tout cas pas dans la biologie. Donc, au fond, il y a un très joli et très intéressant lien entre la transformation actuelle et la transformation de la biologie, mais ça n'est pas le sujet d'Antoine, il a travaillé sur la musique et les corps. Donc voilà la situation dans laquelle je voudrais essayer de placer un certain nombre des réflexions d'Antoine, compositeur, compositionniste. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire indéfiniment qu'il ne faut pas être dualiste. Il va bien falloir à un moment, en situation d'effondrement ou de trouble, pouvoir instituer la situation où on laisse, contrairement à ce que faisait le naturalisme, on laisse les êtres eux-mêmes, dont maintenant on commence à construire des trajectoires, se lier entre eux, pour refaire de l'ordre. Parce qu'évidemment, et là on nous a beaucoup critiqué, l'acteur réseau avec un certain raison, c'est vous êtes super pour le suivi des descriptions, mais question ordre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc on a cette espèce d'injonction contradictoire que tous les étudiants ont souffert, évidemment. J'ai même fait un dialogue tout à fait pas du tout fictionnel une fois avec un apprenti sociologue qui voulait avoir un cadre théorique pour faire sa dissertation. Mais c'est quand même toujours la contradiction, c'est-à-dire l'injonction générale, c'est de suivre les trajectoires qui ne tiennent que par leurs détails, comme les espèces animales d'ailleurs, parce que c'est elles qui vont permettre la continuité dans le temps par la reprise et la transformation. Donc, cette espèce de cinéma suivi, et en même temps des capacités d'ordonner, ce qu'a fait Canon a essayé de faire ça pour le marché, on est beaucoup moins bon que finalement. On ne sait pas comment faire. On dit il n'y a pas d'ordre de la nature, on ne va pas revenir à l'ordre analogique, il ne suffit pas de dire ceci est à ceci, ce que ceci est à cela. On voit bien, dans l'espèce de matériel, comme le très bel exemple qu'on a eu tout à l'heure, qu'on va pouvoir accumuler toute une multitude de couches et d'éléments, mais on a peur, on s'inquiète qu'au moment où on va vouloir, disons, ordonner, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les êtres dont le déploiement est maintenant enfin possible, philosophiquement, politiquement peut-être, se lier entre elles, se lier entre eux? Qu'est-ce que c'est que cet ordre-là? C'est l'ordre qu'avait imaginé, évidemment, dans son traité de psychologie James,
puisqu'il était capable, d'après lui, de refaire à peu près toute la possibilité de la psychologie telle qu'on la connaissait de son époque. Mais il a échoué et on voudrait en ne pas échouer. Donc voilà mon cadre d'explication, mais j'ai déjà presque... Non, j'ai pas encore fait. Donc je reviens maintenant sur les éléments plus... pour vous rappeler les points essentiels. Je parle de l'interview avec Alexandre. Fiction d'abord, traduction, médiation, et revenir sur ce modèle, sur ce pattern. Finalement, Antoine avait raison, la médiation est mieux que la traduction. Même s'il a abandonné la médiation. Pourquoi? Bien à cause de cette capacité de suivi des transformations que j'appelle là génétiques. Et donc il a eu raison de prendre en fait le mou, le labile plutôt que le dur, et c'est pour exprimer cette résistance de la musique à la réduction sociologique, sans pour autant en faire un objet autonome, ça c'est l'antidualisme. En somme, pour montrer que cette issue d'association avait une résistance propre, qu'il faisait œuvre, qu'il ne dissolvait pas en un codage des différences sociales, qu'à l'époque, moi j'utilisais le mot de médiation. Et je crois qu'il a raison de dire que, dans toujours le même article, alors que le mot médiation me convenait beaucoup mieux que traduction, parce que, tout en disant globalement la même idée, lui insistait sur l'inverse, et c'est très important pour la compréhension de ces trajectoires. Il me servait déjà explicitement, non pas seulement à assurer, mais aussi à interrompre la relation et à la faire déborder. Chose évidemment, quand on prend un microbe, quand on prend un fait scientifique, le fait de la quantité hallucinante de connexions qui sont dues au système même des sciences, c'est plus facile à suivre, ou à la solidité d'une Sainte Vierge sur le puits, alors que quand on prend l'objet le moins durable par ses propres moyens, en quelque sorte, comme l'interprétation d'une œuvre de Bach, on encaisse dans la description la fragilité, c'est le sous-titre de notre colloque, et donc toutes les interruptions de la relation. Là, il y a une espèce, c'est vrai que, je pense, pendant nos années communes, en quelque sorte, on avait tendance à trouver que l'art était beaucoup plus compliqué, précisément parce qu'on ne pouvait pas compter. Quand on prend un dossier technique ou un fait scientifique, on a une continuité, les discontinuités apparaissent pas comme ce qu'il faut encaisser d'abord. Alors que quand on prend, je suis pas sûr que médiation transportait ça, ton usage de médiation le transporte. Un passage, je continue à citer, cela ne se réduit pas à la transmission d'un objet, cela fait toujours autre chose, cela ne se rapporte pas à des causes, c'est toujours une performance, comme je le dirais mieux aujourd'hui, avec des effets imprévisibles, non déductibles, une induction de facteurs causaux. Donc là, ça ce sont des termes propédeutiques. Ne pas utiliser le mot de cause, évidemment, commun à toutes ces réflexions pragmatistes, et le but est évidemment, précisément parce qu'on essaye de capter des êtres qui sont en situation de controverse, en situation d'incertitude, et qu'ils sont hors cadre, comme le cheval Fortuno dans l'illustration que je vous ai donnée tout à l'heure. Et donc, historiquement, je crois que c'était un avantage décisif. Je crois qu'on n'aurait jamais fait, en fait, la sociologie des sciences que nous avons faite si on n'avait pas eu le contrepoint. Je reprends ce point, je répète ce point parce que c'est l'occasion d'explorer un peu plus en avant, que le plus labile explique, ou du moins sert d'horizon finalement. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer l'histoire de votre fait scientifique comme Antoine explique Bach, vous n'avez pas fait votre boulot de description. Vous êtes confié à une inertie, à un moment, à un enchaînement de causes et d'effets. Libre à vous de savoir si nous avons tenu si chacun d'entre nous a tenu ce pari ou pas. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'opposition, il y a un très joli passage qu'Antoine a répété sur cette situation d'objectivité. Au fond, l'Antoine philosophe, parce que c'est assez bizarre, au fond, on a toujours critiqué en disant qu'il est philosophe, un vrai sociologue, mais au fond, il a fait plus de philosophie que moi, en tout cas plus de textes sur la façon dont il fallait travailler cette question, en particulier depuis qu'il est tombé amoureux de James et de Souriau. C'est-à-dire redéfinir l'objectivité par le pragmata et pas par la distance.
Donc là, on a tout un ensemble de textes d'Antoine qui sont très importants pour comprendre, et qui sont d'ailleurs liés très anciennement à la notion d'amateur et d'analyse de l'amateur, et on voit arriver cette troisième figure que j'ai posée au début, c'est-à-dire quel est le travail du sociologue qui permet de chérir ou de respecter la description de l'objet devenu pragmata lui-même. Donc une figure d'accompagnement, je vais utiliser écho tout à l'heure. Je lis la magnifique nouvelle traduction de Ville, où on peut relire l'histoire de la nymphe Écho. Quelque chose comme, en tout cas, une exigence d'objectivité qui est l'obligation pour l'analyste de chérir et de maintenir le soin de la description, qui n'oublie pas les détails, parce qu'il n'y a que les détails qui permettent la reprise. Y compris d'ailleurs souvent contre les positions des acteurs eux-mêmes. Parce que les acteurs eux-mêmes, ils ont tendance à des moments à simplifier la vie. Mais l'analyste, il n'a pas le droit. L'analyste doit donc chérir pour les acteurs, en quelque sorte, leur propre trajectoire. Belle citation dans un des articles. Obligation de tenir l'épreuve, de répondre à cette main tendue par l'objet, d'être à la hauteur de l'exigence que ses qualités mêmes appellent. C'est un point que Souriau fait dans le cas des créateurs obligés de se montrer à la hauteur de l'homme. Donc c'est là où on voit que il y a une exigence morale dans l'objectivité, ce qu'au fond l'épistémologie la plus classique dit aussi. L'objectivité est d'abord une injonction morale, comme on sait dans le beau travail d'Aston et Galison, mais il y a aussi dans le suivi des pragmata, qui est donc l'objet découvert une fois qu'on a fait l'effort avec Antoine d'échapper au piège critique, il y a une morale très profonde qui est de suivre les détails, puisqu'il n'y a que les détails qui vont permettre de faire la génétique de l'objet, et de chérir et d'accompagner l'œuvre, la proposition. On a parlé de Julien, évidemment, il y a un côté chinois chez Antoine. Si on avait propensité, transformation silencieuse, etc., si on était un peu... Il y avait un petit terme bridé, au fond. Le chinois de Julien, parce que je ne sais rien des Chinois, hein, je connais que les Chinois de Julien, ils sont très particuliers, mais au fond, tous ces termes, eux, ils les ont institués, en quelque sorte, enfin, d'après Julien. C'est ça qui est intéressant. Les Chinois ont institué ce que nous, on a toujours été en résistant et en protestation. Mais malheureusement, on n'est pas sûr que les institutions chinoises actuelles permettent de nous aider. Donc le problème, c'est que si on veut instituer, il faut repérer exactement où est-ce qu'on veut faire l'institution. Et quand je dis instituer, c'est-à-dire que ça devienne du sens commun, que ça devienne le métalangage avec lequel on laisse les trajectoires des êtres se mêler les unes aux autres pour reconstituer un ordre qui n'existe pas d'avance. Donc quelque chose, le compositionniste n'existe pas. Le compositionniste, c'est la reprise du naturalisme après que le naturalisme ait repris l'analogisme. C'est notre histoire. Et après qu'on ait détruit sauvagement, très largement, comme on le voit dans le livre de Nastasia Martin, les autres modes d'identification, pour parler. Donc c'est une exigence de l'époque, sauf à revenir à des ordres qui seraient des ordres tout à fait réactionnaires, qui sont évidemment tout à fait une possibilité, bien sûr. Donc, il y a un vocabulaire philosophique que Antoine emploie beaucoup tout du long, qui est, dont il nous a redonné quelques exemples, mais je vous en rappelle parce que finalement, si on relit les articles des uns derrière les autres, il y a tout un vocabulaire. Là, c'est un article sur les formes pronominales qui sont tellement importantes. L'observation précise des techniques de l'amateur, le rôle de l'amateur est là depuis le début, les premiers travaux d'Antoine en font toujours maintenant avec les amateurs migrants, les amateurs observateurs de migrants, les amateurs policiers de migrants. Évidemment, c'est toujours le thème de l'amateur qui revient. L'observation précise des techniques de l'amateur plaide pour l'abandon radical d'une oscillation entre activité et passivité. Donc ça, c'est le rappel toujours de la dualisme.
au profit d'une sorte de surenchère qui les mêle étroitement, mieux rendue en français par une série de verbes, certes peu élégants, qui accumulent, réfléchis et double infinitif. Se faire aimer, donc, et laisser arriver ce qui se pense, mais cela ne suffit pas. Faire ce qu'il faut pour se laisser prendre, se mettre activement en disposition de se laisser comporter, etc. Couler passivement dans une action. Tout la philosophie qui est, disons, pronominale, réflexive, et qui va assez bien avec le caractère réflexif, évidemment, du personnage. Le personnage est Antoine. Et si on fait ça, c'est là où on voit clairement que les objets dont on parle n'ont plus rien de naturaliste. Dans une phrase à propos de James, qui paraît tout à fait typique de ce que je cherche à dire par fin du naturalisme, chaque réalité, en se déployant, se fait de plus en plus particulière au fur et à mesure qu'elle se sculpte elle-même. Je trouve que c'est une belle façon de formuler le projet pragmatiste, accompagner le cours d'extension indéfinie. Si vous vous rappelez mon affaire de Fortunault, le cheval de Gonzague, on voit l'extraordinaire amplification du projet qui était déjà une partie du projet analogiste, puisque l'analyste par définition s'intéresse à la spécificité des êtres, mais jamais trop loin. Si le taureau devient ce taureau, on ne peut plus le faire le taureau d'Hercule, il échapperait en quelque cas. Mais c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui avec le naturalisme. Nous ne parvenons plus à tenir ni les OGM, ni l'anthropocène, ni la musique classique, ni rien du tout dans le cadre qui était, même à partir du moment où on attribue aux êtres cette capacité, au pragmata, cette capacité de se sculpter elle-même. C'est-à-dire d'être sans cause, ou plutôt de refaire à chaque fois la cause à partir de la conséquence. Là, on est dans quelque chose, dans un mouvement d'être, dans une espèce d'onde qui modifie complètement la situation, accompagner le cours d'extension indéfinie. C'est là où la trajectoire sort du naturalisme et où il faut se poser la question. James aurait dit des choses, mais c'est en quelque sorte un commentaire de James, sauf que James écrivait dans les moments juste avant la guerre de 14, donc juste avant le désastre du XXe siècle, et lui, il a anticipé, il résistait avant que le désastre arrive. Le désastre nous a rendus stupides pendant un siècle, en gros, toujours le problème du XXe siècle, le siècle le plus stupide au fond. Et on sort de cette étape pour retomber dans une crise beaucoup plus grande encore que celle de la guerre de 14. Et là, la question se repose à nouveau, celle que James posait mais qu'on n'entendait pas, et qui est celle d'accompagner le cours d'extension indéfinie et continue, Antoine, du vécu, si l'on veut, une très belle phrase, mais celui de la chose même, du vécu, si l'on veut, mais celui de la chose même. Donc la question maintenant d'institution, c'est est-ce qu'on peut rendre commun, et dire rendre commun, ça veut dire construire les efforts de recherche qui permettent de chérir et de maintenir, en quelque sorte, de prendre soin des descriptions, puisque finalement, le métier, moi je dirais diplomatique, mais au fond la phrase d'Antoine, le projet politique d'Antoine pourrait se définir comme prendre soin des descriptions, c'est-à-dire soigner la description, c'est cela, parvenir à construire un monde commun. C'est pas du tout l'expliquer, c'est pas du tout le subvertir, c'est quelque chose de tout à fait différent du point de vue de nos habitudes. Et c'est amusant que la figure de l'improvisateur qui n'est pas du tout un inventeur brusquement saisi par le génie, mais l'improvisateur comme l'amateur reviennent dans tous les travaux, même ceux sur les migrants. Le dernier article de 2018, il y a à la fois les migrants, l'amateur, l'improvisateur, etc. Il a fait comme ça. C'est pour ça que Souriau, ça a très bien marché, parce que Souriau dit je fais de la philosophie par l'esthétique, et Antoine, au fond, pourrait dire la même chose, je refais toute l'anthropologie par le cas de rôle de l'amateur. Donc, si on fait disparaître, donc, la situation elle est intéressante de compositionnisme.
Le compositionnisme, c'est à la fois la possibilité de suivre les êtres aussi loin dans leur spécificité et la question de l'ordre qui se repose à nouveau. L'ordre naturaliste n'était pas en fait un ordre. On prétendait, les sociologues prétendent qu'ils expliquent, les économistes prétendent qu'ils expliquent, mais cette explication, elle était de plus en plus possible. Et donc, la partie, disons, non pas propédeutique, mais positive, philosophique ou politique du travail d'Antoine, donc, si on refait un peu une espèce d'explicitation, je fais une opération de journée réflexive, de chérir, l'opération même par laquelle Antoine me propose de chérir des descriptions. Il y a évidemment tout un travail sur l'effet et la cause. L'effet se cause. L'effet retravaille sa cause. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire absorber. Transmission, traduction, reprise, c'est des termes qui permettent de définir pour chaque être sa genèse, sa généalogie, sa génétique, et non pas supposer qu'ils vont durer ou qu'ils vont disparaître. Et c'est le troisième terme qui est quand même tout à fait... le troisième terme, c'est... Donc ça crée une objectivité. Mais cette objectivité n'est pas une objectivité naturaliste, n'est pas une objectivité... Oui, d'accord, il y a des détails, mais ce qui compte est la structure qui est extérieure, qu'on a fait. Et là, ou plan d'immanence dit toujours la même chose, ne sautez pas à un deuxième niveau, c'est un terme que nous avons beaucoup travaillé dans l'acteur réseau, mais qui n'intéresse pas directement Antoine. Et quatrièmement, l'implication du chercheur. Implication, c'est peu dire. C'est un chercheur qui n'explique pas, donc il implique, il est impliqué. C'est là le thème qu'on retrouve aussi chez beaucoup de nos amis, comme Haraway ou comme Tsing ou Nastasia, etc. Mais évidemment, ça entraîne une transformation assez profonde du système de recherche, parce que c'est un système de recherche dont une des passions est l'objectivité, mais l'objectivité pragmata, c'est pas du tout l'objectivité naturaliste. Donc c'est pas du tout, mais donnez-moi un cadre de façon à ce que les détails puissent disparaître parce que je peux les expliquer à partir d'un certain nombre de principes. Ou au contraire, vous connaissez. Et donc, je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin, d'abord parce que j'ai presque fini mon temps, mais aussi parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. Je lis un passage qui est de nouveau, je crois, dans l'article sur Manche, où il est ancien, je ne sais plus. Non, d'abord un passage sur un mot sur Souriau, parce que Souriau, personnage totalement illisible et dont l'obscurité méritée en quelque sorte, est redevenu très important, en particulier par l'usage qui en est fait par Antoine, parce que sur ça, il faut connaître, en termes d'exemple, en plus il a un goût esthétique assez pénible. Que dit d'autre Souriau? Nous sommes moins appelés à coproduire une œuvre qu'il faudrait terminer qu'à aider une œuvre qui se crée elle-même à achever son accomplissement. Et définition des pragmata, définition de ces êtres, si les objets débordent et se font si bavards et entreprenants, donc ça c'est des êtres qui sont au naturalisme ce que Fortuneau est un analogiste dans le monde humain, si les acteurs sont réflexifs et mènent eux-mêmes l'enquête sur ce qui les affecte, le fameux slogan « les acteurs eux-mêmes » avec 2 N, les frontières se font poreuses, donc le cadre m'échappe au cadre, et qu'il s'agisse de penser le monde ou de mener l'enquête, le monopole du savoir vacille. Aux philosophes, tout comme aux social scientists, cela demande qu'ils revoient leur copie. Donc, vous voyez, ces 3 éléments sont liés, c'est-à-dire j'abandonne dans la posture, la situation dans laquelle tout objet va se trouver pris dans la structure critique. Je vois la possibilité de suivre des ondes, en quelque sorte, en respectant le risque par lequel ils doivent passer pour pouvoir durer. Et j'inclus, pour maintenir ce respect, finalement, de la description, un sociologue impliqué
pas engagé, tu as dit qu'il y avait bien l'engagement, tout ça, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par ce terme, ça me paraît, je sais pas, enfin, engagement, peut-être il y a 1000 autres façons de définir, mais qui est dans une situation d'implication. Donc il est impliqué, et c'est très frappant de voir ce terme, je finirai sur l'exemple qui est assez étonnant, qui est la petite dispute, effectivement, avec Boltanski, parce que ça reste l'autre modèle politique, est évidemment, là c'est l'argument Antoine, philosophe politique, l'autre modèle est évidemment de retrouver finalement le thème de la nécessaire utopie pour pouvoir échapper au monde plat. On trouve ça dans un des papiers sur le papier sur ethnicité, qui est un papier très intéressant parce que c'est un papier où tous les thèmes d'Antoine du passé arrivent, mais dans une situation explicitement, comment je parle à des gens qui m'ont invité, je crois que vous l'avez compris, ils m'ont dit des tas de choses bizarres et j'essaye de faire la synthèse, mais en même temps de ne pas être d'objectiver au sens du pragmatisme, et pas d'objectiver au sens de le mot du prêtre qui parle du ciel, ou d'objectiver au sens de le mot du sociologue scientifique. Il est très intéressant sur la question justement du respect. Comment on soigne, comment on parle de façon, comment on prend soin de gens qui prennent soin, au besoin contre eux-mêmes. Les acteurs eux-mêmes, il faut toujours les respecter un peu plus qu'eux-mêmes. Genre que leur institution à eux, c'est celle du naturalisme et de la critique. Je ne crois pas qu'il faille rendre la réalité inacceptable, ça c'est une citation. Elle l'est, les acteurs ne le savent que trop bien. La formule de Boltanski claque, mais elle est une contradiction dans les termes. Refuser le monde, c'est d'abord accepter l'idée qu'il existe un monde tel qu'il est. Donc évidemment, il n'y a pas de monde tel qu'il est si on fait... On a parlé de Becker tout à l'heure, Antoine, c'est l'ontologisation de Becker. Il dit d'ailleurs quelque part une chose très intéressante dans l'article avec Monin, je crois. Bourdieu, c'est formidable quand il anthropologise et malheureusement il perd la trace très vite et il en fait du social, de son anthropologie. Mais s'il avait continué à ontologiser, s'il avait lu Soriot et James, on aurait un Bourdieu formidable qui serait sorti cette fois-ci complètement de la sociologie scientifique. Refuser le monde, c'est d'abord accepter l'idée qu'il existe un monde tel qu'il est, dont seul le rêve utopique nous fournirait une alternative. Jolie description en passant de ce qu'on appelle le gnosticisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut sortir du monde. Or, il n'y a rien de tel devant nous, mais des réalités ouvertes, plurielles, en train de se faire. C'est d'elles qu'émergent des valeurs. Il n'y a pas de monde tout fait, disait William James, qui ne croyait pas en une éternelle édition avec quoi humaine accomplie. C'est une citation. Et voilà la citation finale. Donc là, on a clairement, c'est là où il y a une philosophie politique du soin mis dans la description, qui est une injonction du travail d'Antoine qu'il faut apprendre à respecter si on arrive à faire que les différentes trajectoires de description finissent par s'entremêler pour constituer un ordre, mais pas un ordre qui serait ce à l'intérieur duquel se situent les éléments compositionnés. C'est là où composer n'a pas du tout le même sens que naturaliser ou analogiser. Là, il y a quelque chose qui est le destin ce que nous avons à faire, la tâche. Ce qui est dur, ce n'est pas de refuser le monde, mais de l'accepter, à condition de donner au mot accepter un sens fort, alliant justement savoir et action, prendre la mesure de cette incertitude et de cette incomplétude, savoir en extraire des orientations qui vaillent le coup et se battre pour qu'elles adviennent. En un sens, c'est le programme de James. Mais ce programme de James, au début du XXe siècle, est absolument impossible à résister. Peut-être s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, mais après la guerre de 14, le pragmatisme est fini. On est dans une guerre beaucoup trop simpliste pour pouvoir s'en sortir. Et c'est seulement maintenant qu'on s'en sort à cause d'une autre catastrophe ajoutée à toutes les autres qui portent cette fois-ci sur les anciens êtres de la nature. Donc on voit l'importance d'avoir pris tout à fait au début, je finis là-dessus,
même si ça paraît, la difficulté d'instituer des êtres aussi labiles paraît évidemment lourde. Mais c'est précisément parce qu'il a choisi, à l'intérieur du CSI, il y a 40 ans, des êtres qui apparaissaient comme impossibles, finalement, à faire tenir au même degré de solidité ou de continuité génétique que ceux que nous étudiions à l'époque, les faits, les techniques et les marchés, que finalement c'est lui qui offre le modèle. Il faut arriver à décrire les êtres sur lesquels nous travaillons, les êtres qui peuplent le monde. Et maintenant on a les exemples, c'est ça qui est très intéressant. La musique, les amateurs de musique, la construction d'une idée d'amateur en musique, la construction de l'art, de l'œuvre de l'art. Dans beaucoup des papiers, c'est évidemment ça qu'on apprend de plus beau sur la façon d'étudier la sociologie de l'art. Mais aussi le goût, donc toute la dimension, la valuation, je ne suis pas sûr de comprendre très bien. Je sais qu'il y a un papier important de Dewey sur valuation, je n'ai jamais exactement compris ce qu'il voulait dire. Mais ensuite, le soin, toutes ces magnifiques études sur le détail du soin, tout est dans les détails, et aujourd'hui, les migrants. Donc voilà, savoir en extraire des orientations qui vaillent le coup et se battre pour qu'elles adviennent, c'est ça qui me paraît la philosophie politique. Je dis instituer ne veut pas dire créer un cadre supplémentaire, justement. Je pense que c'est ça que disait James quand il a voulu refaire toute la psychologie. Son idée, c'était vraiment que les éléments de la psychologie redeviennent ce qu'ils totalement en fait de pragmata entremêlés, y compris pour la biologie, la partie biologie, qui évidemment à l'époque c'était plutôt la physiologie, et qui évidemment prend des tas d'autres dimensions si on pense aux êtres biologiques avec lesquels nous sommes supposés vivre. Donc je ne sais pas si Antoine va achever ce projet, mais en tout cas c'est un bon moment, pour le célébrer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à chérir les descriptions et apprendre d'Antoine comment on les respecte. Merci. Donc le livre, c'est la grandeur de vague qui peut servir un peu de fil juste pour un des éléments. Peut-être une réaction, Antoine, puis je propose qu'ensuite on continue la conversation au dîner, parce qu'il est déjà tard. Bon, merci. Quand on entend parler de son propre travail par quelqu'un d'autre, on a tout le temps tendance à dire, mais j'ai rien fait de tout ça, c'est on rend beaucoup plus intelligent que je suis. Mais je suis très conscient de façon plus réciproque de ce que tu as présenté, de la chance qu'on a eue, une façon de travailler sur des objets différents sans se distribuer tellement, et pour constater, un peu comme tu le décris, pour les analyses elles-mêmes, constater par le frottement et le changement de sens des mots, des points communs qui soient tous sauf artificiels. C'est bien l'histoire. Je me suis déjà dit que j'aurais aussi pu aller à l'EHESS si je n'aurais pas fait ça. À l'EHESS. Qui n'aurait pas fait ça? Moi, j'aurais pu aller à l'EHESS. Et j'aurais jamais pu faire ça. C'est bien cette présence-là. C'est ici, avec son côté école divine. Oui, vous pensez. Alors, on vit. Très transmission. Des sons terribles. Et moi, après ça, tu imagines. Mais sortir, aplatir les trois protégés, ça résonne sur ce que tu... Oui, c'est fidèle. Tu regardes, dit autrement, mais Et engagement que tu utilises rarement aussi. L'engagement, c'est peut-être un malentendu sur la zone que tu l'as utilisé tout à l'heure. Oui, c'est l'histoire des doigts dans la porte. C'est pas qu'on s'engage, c'est qu'on est engagé déjà, et de prendre la mesure de ce qui nous tient. C'était plus. Charlot dans la machine. Voilà, c'est ça, c'est le doigt dans la porte, puisque. Donc, je ne peux pas dire mot. Ben, c'est ton problème, c'est pas le signaler. Tous ces mots-là qui pourraient avoir un sens performatif, pratique, stylisable, ils ont déjà compris l'engagement. Il est engagé, il n'est pas engagé. Point levé. Une description est toujours engagée.
parler un mot de l'article sur l'ethnicité, parce que j'ai eu raison d'y voir un de ces exemples où les trois ensemble se retrouvent groupés. C'est un rôle impossible, apparemment. Oui, c'est pas ça. C'est des commandes. C'était Béatrice Madillon dans un colloque qui n'était pas inintéressant, puisque c'était des banlieusards convoqués par des universitaires favorables aux banlieusards autour de la musique, mais parlant surtout du problème de banlieue. Et du coup, les acteurs eux-mêmes, ils sont autrement résistants et intelligents que les sociologues pensant prendre soin d'eux en les mettant dans la position de la victime du racisme. Donc le colloque lui-même était intéressant, mais évidemment le bouquin lui-même, c'est point de vue. Donc il y avait bien ce jeu qui était assez fine pour me dire oui, vas-y, il faut ça dans le bouquin, il m'a dit. Il faut quoi? Il faut ça dans le bouquin. Oh. C'était assez drôle. Donc c'est assez ce que tu as fait, pas contre-poison, mais attention, quelques bémols. Parce que c'était autour de la laïcité, hein, comme tel. Le truc complètement piégé, voilà. Pas facilement fermé. Où il y a une espèce de rivalité de la connerie de gauche et de la connerie de droite. Qui a fait des fois des sommets. Et que les acteurs eux-mêmes résolvaient très bien, hein, des formules fortes dans le colloque. Donc c'est le fait que le colloque se soit bien passé, malgré qui m'avait invité à dire oui. Ce texte, c'est du texte un peu bâtard, hein, c'est 6 pages. Et pour ceux qui n'ont pas lu l'article, il y a une fin dans le métro qui est aussi très belle. Bon, il est tard. Bah oui. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci aux invités évidemment, et puis à ceux qui nous ont rejoints dans l'assistance.